Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de statistique de L2, Sciences de la vie. Nous allons voir dans ce chapitre comment estimer des intervalles de confiance. Les intervalles de confiance sont des outils très utiles en statistique qui permettent de déterminer les caractéristiques d'une population à partir de données d'un échantillon. Nous allons commencer par aborder le principe d'un intervalle de confiance à partir d'un exemple de biologie cellulaire. Nous verrons ensuite comment estimer la moyenne d'une population. Nous verrons en particulier comment un ingénieur de la brasserie Guinness a résolu ce problème pour répondre à une question pratique. Produire des bières de qualité égale toute l'année. Nous finirons par estimer des intervalles de confiance pour des proportions, ce qui mathématiquement revient à estimer la probabilité d'une loi binomiale. Nous regarderons ainsi comment estimer la proportion de personnes portant une mutation génétique dans une population à partir d'un échantillon de personnes de cette population. Commençons par comprendre intuitivement le principe d'un intervalle de confiance. Le problème est le suivant. C'est le problème central en statistique, comment généraliser les caractéristiques d'une population à partir d'un échantillon. Prenons l'exemple d'un TP que vous avez fait au premier semestre. Vous avez fait un marquage d'actine sur des cellules qui avaient poussé sur une lamelle. Sur cette lamelle, il y a plusieurs dizaines de milliers de cellules. En prenant quelques images au microscope, vous avez pu observer quelques dizaines de ces cellules, mais comment, à partir de cette dizaine de cellules, généraliser votre observation à l'ensemble des cellules de la préparation. Ici, la population au sens statistique sera l'ensemble des cellules présentes sur la lamelle, et le champ de vue correspondra à l'échantillon. Imaginons qu'on souhaite déterminer la surface moyenne des milliers de cellules présentes sur la préparation à partir d'un échantillon de 30 cellules. Sur 30 cellules, on détermine que la surface moyenne est de 223 micromètres carrés. Qu'en est-il pour les cellules de la préparation ? Nous avons peut-être sélectionné un champ de vue sur lequel les cellules sont plus grandes ou elles sont peut-être plus petites que le reste de la préparation. En suivant quelques hypothèses, les statistiques vont nous permettre de donner une réponse probabiliste à cette question. Cette démarche est très générale en statistique et elle permet également de répondre à de nombreuses autres questions. On pourra ainsi estimer l'efficacité d'un médicament sur la population française à partir d'un échantillon d'une centaine de patients. On pourra prédire quel candidat sera vainqueur d'une élection en faisant des sondages sur une fraction de la population. Et dans une chaîne de production automobile, qui fabrique des milliers de pièces dont la taille doit être bien précise, on pourra estimer à partir d'une dizaine de pièces si la production suit les exigences de précision pour que les milliers de pièces produites soient fonctionnelles. La solution que nous allons voir aujourd'hui est l'intervalle de confiance. Comme il est impossible de proposer une valeur exacte pour le paramètre d'une population, l'intervalle de confiance va consister à définir un intervalle de valeurs possibles du paramètre de la population à partir de l'échantillon. Ce paramètre sera la moyenne d'une population ou une proportion dans une population, mais vous verrez dans les années suivantes que d'autres paramètres, tels que l'écart type, la médiane, peuvent être aussi estimés avec des intervalles de confiance. On peut comprendre intuitivement que dans le cas de la surface des cellules, si on propose un intervalle très faible de valeur pour la surface en micromètres carrés, la probabilité que la surface moyenne des cellules sur l'ensemble de la lamelle soit comprise dans cet intervalle est très faible. Si nous avons eu quelques cellules plus grandes que la moyenne sur notre champ de vue, nous risquons de surestimer la moyenne de la surface des cellules sur toute la lamelle. Inversement, si on propose un intervalle de plusieurs dizaines de micromètres carrés, cet intervalle a de grandes chances de contenir la valeur moyenne de la surface de l'ensemble des cellules. L'intervalle de confiance va permettre de relier la taille d'un intervalle à sa probabilité de contenir le paramètre que l'on souhaite estimer. La définition mathématique de l'intervalle de confiance est la suivante. Si I est l'intervalle de valeurs possibles d'un paramètre inconnu à estimer, on dira que cet intervalle a la probabilité 1 moins alpha de contenir le paramètre θ à estimer, ou encore la probabilité que θ appartienne à l'intervalle I est égale à 1 moins alpha. Par définition,
Alpha est le risque que l'intervalle ne contienne pas la vraie valeur du paramètre. Revenons à l'exemple où on souhaite estimer la surface de cellules. Imaginons que la moyenne de la surface des cellules sur la préparation, c'est-à-dire au niveau de la population, soit de 215 micromètres carrés. À partir d'un champ de vue, nous avions estimé une moyenne d'échantillons de 223 micromètres carrés. Et supposons que nous ayons estimé un intervalle de confiance de 95% de la moyenne de la population à 18 micromètres carrés, donc 223 plus ou moins 9 micromètres carrés. Dans ce cas, l'intervalle contient la valeur moyenne de 215 micromètres carrés, mais comme c'est un intervalle de confiance à 95%, en moyenne, si on répète l'expérience, une fois sur 20, l'intervalle de confiance ne contiendra pas la moyenne de 215 micromètres carrés, c'est-à-dire la moyenne de la population. En effet, le hasard fait qu'à certains endroits de la préparation, il y aura un peu plus de petites cellules ou un peu plus de grandes cellules, ce qui influera sur l'estimation de notre moyenne d'échantillons. Maintenant que nous avons vu le principe d'un intervalle de confiance, il va falloir être capable d'estimer ces intervalles de confiance. Dans le reste du chapitre, nous allons ainsi estimer les valeurs des bornes des intervalles et comprendre comment ils peuvent dépendre des données. Commençons par regarder comment estimer la moyenne d'une population à partir d'un échantillon. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, un intervalle de confiance est centré sur une valeur. Cette valeur est une estimation ponctuelle du paramètre qui nous intéresse. Ici, l'estimation ponctuelle de la moyenne est simplement la moyenne arithmétique des éléments de l'échantillon. C'est la formule de la moyenne que vous connaissez bien évidemment. Vous rencontrerez peut-être par la suite des cours qui font référence à des estimateurs biaisés ou non biaisés. On dit que cette estimation est non biaisée car la limite de la moyenne arithmétique de l'échantillon, lorsque n devient très grand, est la moyenne de la population, c'est-à-dire la racine nième du produit de n éléments. Sauf qu'à très rare, la moyenne géométrique ne tend pas vers la moyenne de la population. Avant d'arriver au calcul de l'intervalle de confiance, commençons par l'erreur type. Nous avions vu précédemment l'écart type, qui est l'écart typique des éléments d'une population ou d'un échantillon, à la valeur moyenne. L'erreur type est l'erreur typique sur l'estimation de la moyenne de la population à partir d'un échantillon. Essayons de le comprendre intuitivement. Supposons que nous ayons n échantillons d'une population dont nous estimons les moyennes indépendamment. Nous avons ainsi obtenu n estimations ponctuelles de la moyenne de la population. Nous pouvons représenter ces valeurs moyennes dans un histogramme. Ces valeurs sont centrées autour de la valeur moyenne de la population et il y a une certaine largeur à sa distribution. Cette largeur peut être quantifiée par l'erreur type, qui n'est autre que l'écart type des valeurs moyennes. On peut déterminer une formule pour obtenir simplement la valeur de l'erreur type. On peut pour cela partir de la définition de l'erreur type, qui est la racine carrée de la variance de l'estimation des valeurs moyennes. En reprenant également la définition de la moyenne et de la variance d'un échantillon, on obtient que la variance pour l'estimation de la moyenne est la variance de l'échantillon divisée par n. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour comprendre comment cette formule a été obtenue. Il faudra retenir ces deux formules simples. L'erreur type est l'écart type de la population sur racine de n. L'erreur type de l'échantillon sera l'écart type de l'échantillon sur racine de n. Regardons comment cela peut se traduire sur un exemple. Nous avons ici une distribution de tailles de thon qui ont été pêchées au large de Bali. On voit que cette distribution est asymétrique et étalée à gauche. Imaginons que nous tirions des échantillons de cette population de thons. Commençons par des échantillons de 10 thons, et on estime pour chaque échantillon sa valeur moyenne. Si on rapporte toutes ces valeurs dans un histogramme, on obtient l'histogramme ici en haut à droite. Imaginons maintenant que l'on répète l'expérience mais avec des échantillons de 30 thons. On rapporte les valeurs moyennes de ces échantillons dans un histogramme. On observe que l'histogramme est plus resserré que l'histogramme précédent. On peut répéter cette expérience encore une fois en augmentant le nombre d'éléments par échantillon, par exemple 100. On voit une fois de plus que l'histogramme se resserre. Ceci est une conséquence directe de la formule de l'erreur type, qui est proportionnelle à 1 sur racine de n. Il y a quelque chose de surprenant lorsqu'on regarde l'histogramme des moyennes d'échantillons.
La distribution de la taille de ton à gauche est une distribution asymétrique, alors que la distribution des moyennes d'échantillons des tons est symétrique. Ce comportement est très connu en statistique et il est décrit par ce que l'on appelle le théorème central-limite. Commençons par un aparté mathématique. Le théorème central-limite stipule que si on a n variables indépendantes, x1 à xn, qui sont chacune distribuées identiquement, de moyenne mu et de variance sigma carré, alors la somme de ces variables tend vers une loi normale de moyenne n fois mu et de variance n fois sigma carré lorsque n tend vers l'infini. Ce théorème, qui peut sembler assez étrange, a une conséquence extrêmement importante en statistique, notamment lorsque l'on souhaite déterminer des moyennes de population à partir d'échantillons. En particulier, le théorème central-limite permet d'affirmer que les moyennes d'échantillons suivent une loi normale lorsque n tend vers l'infini. En pratique, la distribution des moyennes d'échantillons suit assez bien une loi normale dès que les échantillons ont plusieurs dizaines d'éléments. On peut le voir ici sur des populations qui sont distribuées de façon très différente. On a une population qui suit la loi normale, une autre qui suit une loi bimodale, et une dernière qui suit une distribution exponentielle. Si on représente la distribution des moyennes d'échantillons, dans ces différents cas, lorsque le nombre d'éléments n'est que de 3, seule la distribution des moyennes issues de la distribution normale suit elle-même une loi normale. Mais dès qu'on arrive à une trentaine d'éléments dans les échantillons, toutes les moyennes d'échantillons suivent une courbe en cloche, très proche de la loi normale. La conséquence de tout cela est qu'on va pouvoir estimer la façon dont les valeurs moyennes d'échantillons sont distribuées et en particulier de combien elles s'écartent de la moyenne de la population. Nous pourrons ainsi estimer, à partir d'un échantillon, l'écart probable entre la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la population. Nous allons maintenant nous intéresser à deux cas où les éléments d'une population suivent une loi normale. Commençons par un cas très rarement rencontré en pratique, mais qui va nous permettre de mieux comprendre le cas plus général. On va supposer dans ce premier cas que la variance de la population est connue. Dans ce cas particulier, la moyenne d'échantillons suit une loi normale. Si la moyenne d'échantillons est issue d'une variable aléatoire de moyenne mu et d'écart type sigma, qui suit une loi normale, alors la moyenne d'échantillons suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. Cela revient au théorème central-limite, à l'exception du fait qu'ici, il n'y a aucune restriction sur n. Si on traduit cela pour la variable centrée réduite de la moyenne d'échantillons, alors cette variable suit une loi normale centrée réduite. Nous avions vu dans le chapitre précédent que si une variable x suit une loi normale, alors nous pouvions définir un intervalle ayant une probabilité de 95% de contenir cette variable. Cette propriété va nous servir de base pour définir les intervalles de confiance. Nous pouvons également utiliser cette même définition pour la variable centrée réduite. Avant de passer aux intervalles de confiance à proprement parler, regardons comment définir la probabilité pour un intervalle centré sur la valeur moyenne pour la variable centrée réduite. Cela sera utile pour définir ensuite les intervalles de confiance. On peut visualiser ces probabilités graphiquement pour la variable centrée réduite. L'intervalle à 95% est centré sur 0 et ses bornes sont à moins 1,96 et 1,96. Pour définir cet intervalle, nous avons dû retirer l'intervalle de moins l'infini à 1,96, dont la probabilité est de 2,5%, ainsi que l'intervalle de 1,96 à plus l'infini. Par convention, on notera les valeurs des bornes pour la variable centrée réduite par la lettre z, avec en indice la probabilité contenue dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à la position de z. Ainsi, la borne à moins 1,96 sera notée z 0,025 correspondant à 2,5%, et de même la borne à 1,96 sera notée z 0,975 correspondant à 97,5%. D'une manière générale, un intervalle de probabilité 1 moins alpha pour la variable centrée réduite sera centré sur 0 et les bornes de l'intervalle seront définies par les probabilités alpha sur 2 à gauche et à droite de cet intervalle. Les bornes seront ainsi définies par z alpha sur 2 et z 1 moins alpha sur 2.
À partir de cette formulation, on peut revenir à la variable de moyenne des échantillons, qui est non centrée et non réduite. Dans ce cas, l'intervalle de probabilité 1 moins alpha est donné par les bornes z alpha sur 2 et z 1 moins alpha sur 2, multiplié par l'erreur type, c'est-à-dire sigma divisé par racine de n, auquel on va rajouter mu, la moyenne de la population. À partir de ces intervalles, nous allons définir les intervalles de confiance. Les intervalles de confiance auront la largeur que nous avons obtenue à partir de la définition d'un intervalle, mais ils seront centrés ici sur la moyenne de l'échantillon. Si on se souvient de la définition de l'intervalle de confiance, cet intervalle a la probabilité 1 moins alpha de contenir la moyenne de la population. Dans le cas d'un intervalle de confiance à 95%, on pourra remplacer les valeurs de z par moins 1,96 et plus 1,96. Dans R, on utilisera Q-norme, qui donne directement la valeur de z en fonction de alpha. Le cas de variance connue est extrêmement rarement rencontré en pratique. Lorsque l'on prend des mesures, on ne connaît pas la variance de la population a priori. Résoudre ce problème est un peu plus complexe, mais il est très important d'un point de vue pratique. Voyons historiquement comment ce problème a été résolu. Au tout début du XXe siècle, William Gosset finit tout juste ses études à Oxford, en Angleterre, et rejoint la brasserie Guinness à Dublin. La révolution industrielle influence depuis plusieurs décennies la société. La standardisation devient une nécessité. Pour la brasserie Guinness, qu'est-ce que ça signifie ? Les bières Guinness à l'époque ne sont pas de qualité égale au cours de l'année, ou même de jour en jour. Si un client est content de sa bière au 15 mars, la variabilité de la production est telle qu'une bière produite une semaine plus tard peut être très différente et ne plus plaire au client. D'un point de vue économique, il est important que le produit soit de qualité égale à chaque production. William Gosset va s'atteler à ce problème. Pour le résoudre, il doit vérifier la qualité de la bière tout au long de la production et éventuellement faire des modifications si nécessaire. Vérifier la qualité de la bière, cela signifie faire des mesures au cours de la production. À l'époque, pour être sûr d'une mesure, il faut la répéter des dizaines de fois. Cependant, la température de la brasserie varie au cours du temps, au cours de la journée, et les matières premières varient d'un fournisseur à l'autre. Les conditions expérimentales varient beaucoup au cours du temps, et seules quelques mesures peuvent être prises dans des conditions données. Comment établir l'incertitude sur une moyenne lorsqu'il n'y a que quelques mesures ? La brasserie Guinness va autoriser William Gosset à prendre du temps pour développer une théorie statistique pour résoudre ce problème. Il va travailler auprès de Pearson à Londres et développer ce que l'on appelle aujourd'hui les fonctions de Student. Le nom de Student provient du fait que William Gosset n'avait pas le droit de publier ses travaux sous son propre nom. On pense en particulier que les dirigeants de la brasserie Guinness ne souhaitaient pas que les concurrents soient au courant des recherches potentiellement utiles pour eux. L'observation de William Gosset, que nous allons désormais appeler Student, est la suivante. Il réalise que beaucoup de ces mesures suivent une loi normale. Il ne connaît pas la variance de la population de ces lois normales, mais il peut en faire une estimation à partir d'un échantillon. Il va démontrer que si une variable aléatoire de moyenne mu et d'écart type d'échantillon S suit une loi normale, alors la variable aléatoire de moyenne d'échantillon centrée réduite suit une fonction de Student de n-1 degré de liberté. Ne vous souciez pas de la signification des degrés de liberté pour l'instant, il faudra retenir que pour un nombre d'éléments n dans un échantillon, il faudra utiliser une fonction de Student particulière. Ainsi, si nous avons un échantillon obtenu à partir de 5 mesures, nous utiliserons une fonction du Student de 5-1, donc de 4 degrés de liberté, et si nous avons un échantillon de 10 mesures, nous utiliserons une fonction de Student à 9 degrés de liberté. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avions vu juste avant que lorsque la variance est connue, la variable de moyenne des échantillons suit une loi normale centrée réduite. Les fonctions de Student sont des fonctions qui ressemblent beaucoup à la loi normale centrée réduite, mais qui sont modifiées pour tenir compte de l'incertitude liée à la méconnaissance de la véritable valeur de l'écart type de la population. Graphiquement, nous voyons que les fonctions de Student de degré de liberté faible sont plus étalées que la loi normale centrée réduite, ici notée Z et représentée par des tirets blancs. Au-delà de 30 éléments dans un échantillon, on peut voir que les fonctions de Student et la loi normale sont extrêmement proches. Cela provient du fait qu'au-delà de 30 éléments, l'estimation de l'écart type de l'échantillon s'approche de très près de l'écart type de la population. Ainsi, pour 30 éléments ou plus dans un échantillon, on pourra revenir au cas de la partie précédente
en estimant que la variance de la population est connue. Revenons au cas où il y a peu d'éléments dans un échantillon. Imaginons que l'on fasse 4 mesures de quantité de sucre dans une solution qui sera utilisée pour produire de la bière. Ici, pour un échantillon de 4 éléments, le nombre de degrés de liberté sera 4-1, donc 3 degrés de liberté. Pour l'intervalle de probabilité à 95%, on voit que les bornes de l'intervalle de confiance seront beaucoup plus éloignées que dans le cas de la loi normale centrée réduite. On passe pour la borne inférieure de moins 1,96, dans le cas de la loi normale centrée réduite, à une borne à moins 3,18 dans le cas de Student. On a ainsi une augmentation d'un peu plus de 50% de l'intervalle à 95%, qui traduit une fois de plus l'incertitude sur l'estimation de l'écart type de la population. Nous avons pu voir que graphiquement, l'intervalle de probabilité se définissait comme dans le cas de la loi normale. On peut également le définir par une formule mathématique qui est la suivante. À partir de cette formule, on peut définir l'intervalle de confiance centré autour de la moyenne de l'échantillon et qui prendra la forme suivante qu'il faudra retenir. On remarque que la formule de cet intervalle de confiance ressemble énormément à l'intervalle de confiance vu précédemment pour la loi normale. Par rapport à la formule précédente, on remplace la fonction z par la fonction de Student à n-1 degré de liberté et l'écart type de la population par ici l'écart type de l'échantillon. Comme toujours, cet intervalle a une probabilité 1-α de contenir la moyenne de la population. Dans R, pour l'instant, nous utiliserons la fonction Qt de alpha et de n-1 qui donnera la valeur de la fonction de Student de n-1 degré de liberté pour une probabilité alpha donnée. Nous verrons également dans le chapitre prochain une autre fonction pour obtenir cet intervalle de confiance plus rapidement. Pratiquement, pour calculer un intervalle de confiance avec cette fonction Qt dans R, on commencera à partir d'un vecteur de données par calculer sa moyenne et son écart type. Ensuite, on pourra appliquer simplement la formule que nous venons de voir en entrant dans R que la borne inférieure de l'intervalle de confiance est la somme de la moyenne d'échantillons plus la valeur de la fonction de Student à n-1 degré de liberté et à alpha sur 2, à multiplier par l'écart type de l'échantillon et à diviser par la racine carrée du nombre d'éléments dans l'échantillon. On fera de même pour la borne supérieure. On peut également utiliser une écriture plus compacte. On insérera dans la fonction Qt un vecteur correspondant aux probabilités des bornes de l'intervalle. On peut l'appliquer par exemple ici à un vecteur contenant 5 mesures de concentration d'alcool. En utilisant la définition de l'intervalle de confiance, on obtient dans ce cas que l'intervalle de confiance à 95% pour la moyenne de la population est compris entre 4,1 et 4,4%. Finissons ce chapitre par l'estimation de proportion d'une population. Imaginons que l'on souhaite déterminer la proportion de porteurs d'une mutation génétique dans la population. On obtient un échantillon de cette population, qui est bien sûr représentatif, et on estime, à partir de cet échantillon, la proportion de porteurs de la mutation. La proportion à l'échelle de l'échantillon sera notée π avec un chapeau, et c'est simplement le nombre de personnes portant la mutation dans cet échantillon divisé par le nombre total de personnes dans cet échantillon. Comment généraliser à l'échelle de la population ce résultat à l'échelle d'un échantillon? Ou encore, d'un point de vue plus mathématique, comment déterminer la proportion π pour la population? Pour formaliser mathématiquement ce problème, on peut voir le fait de porter cette mutation ou non comme un essai de Bernoulli. Chaque individu de l'échantillon peut ainsi donner la valeur 1 s'il porte la mutation ou 0 s'il ne porte pas la mutation. La proportion de l'échantillon est ainsi obtenue comme la moyenne de n variables aléatoires de Bernoulli, soit 1 sur n multiplié par la somme des résultats de n essais de Bernoulli. La proportion estimée est ainsi une estimation ponctuelle de la probabilité de la loi de Bernoulli, c'est-à-dire simplement de la probabilité de porter la mutation ou non. Cette estimation est vraie pour un échantillon, mais qu'en est-il à l'échelle de la population? Cette question est importante car pouvoir estimer le nombre de mutations à l'échelle d'une population peut par exemple influencer des décisions politiques si cette mutation a des effets à long terme sur la santé des patients par exemple. La solution exacte au problème est assez complexe, elle peut être donnée par R. Nous allons commencer par voir une solution approximée grâce aux résultats de ce chapitre.
Nous savons grâce au théorème central limite que la moyenne d'échantillons suit une loi normale lorsque le nombre d'éléments dans un échantillon tend vers l'infini. Nous avions vu dans le chapitre précédent que l'on pouvait définir la moyenne et la variance d'une loi binomiale à partir de la probabilité de cette loi. La loi de Bernoulli est un cas particulier de la loi binomiale, où n est égal à 1. Ainsi, la moyenne recherchée est la probabilité π qu'un essai soit un succès, et la variance est donnée par π multiplié par 1 moins π. Le théorème central limite nous permet ainsi d'affirmer que l'estimation de la probabilité de la loi de Bernoulli suit une loi normale de moyenne π et de variance π fois 1 moins π divisé par n. L'estimation de π à l'échelle de l'échantillon est ainsi centrée sur la véritable probabilité de la loi de Bernoulli, π. On peut le représenter d'ailleurs graphiquement. Formellement, le théorème central limite est vrai lorsque n tend vers l'infini, mais on peut définir des limites dans lesquelles on peut faire cette approximation normale pour la loi de Bernoulli. On retiendra que l'on peut utiliser cette approximation normale lorsque n fois π fois 1 moins π est strictement supérieur à 5. Comme cette variable suit une loi normale, on peut appliquer les résultats que nous avons obtenus précédemment sur les intervalles définis par des probabilités. La seule difficulté ici consistera à remplacer la valeur moyenne par π chapeau et l'écart type par la racine carrée de π chapeau multiplié par 1 moins π chapeau. Revenons à notre exemple introductif. Imaginons que nous testions la séquence génétique de 500 personnes et que nous observions que 23 sont porteurs de la mutation recherchée. Quelle est la proportion de la mutation dans la population avec un intervalle de confiance à 95%? 23 personnes sur 500 portent la mutation dans cet échantillon. Donc, 4,6% sont porteurs dans cet échantillon. Si on souhaite appliquer l'approximation normale à ce problème, il faut vérifier que n fois π fois 1 moins π est supérieur à 5. En appliquant les données du problème, on observe que cette quantité est égale à 21,9, ce qui est supérieur à 5. Nous pouvons donc utiliser l'approximation normale. En appliquant la formule nous permettant d'obtenir l'intervalle de 95%, nous obtenons que l'intervalle de confiance pour la proportion de porteurs de cette mutation dans la population est donné par les bornes 2,7 et 6,4%. Ceci signifie qu'il y a 95% de chances pour que la proportion de porteurs de la mutation soit comprise entre ces deux nombres. Pour faire ces estimations dans l'approximation normale, on pourra utiliser dans R la fonction Q-norme comme précédemment. Si on ne souhaite pas faire d'approximation, il y a deux méthodes possibles. La fonction Q-binôme, que nous allons voir en TD, et la fonction binôme.test, que nous verrons dans le chapitre prochain. Pour récapituler les formules que nous avons vues dans ce chapitre, nous voyons que les intervalles de confiance sont obtenus de façon très similaire, même si les cas étaient différents. Un intervalle de confiance est centré sur l'estimation à l'échelle de l'échantillon, de la moyenne ou de la proportion, et la largeur de l'intervalle de confiance est proportionnelle à l'écart type, à un facteur qui nous est donné par les fonctions de loi normale ou de student. Il faudra identifier dans quel cas nous sommes pour choisir la bonne fonction. Et la largeur de l'intervalle est également proportionnelle à 1 sur racine de n. Ce 1 sur racine de n est très important en pratique, car il signifie que plus on prend de mesures, donc plus il y a d'éléments dans un échantillon, plus l'intervalle de confiance sera petit. La dépendance en racine de n fait que pour diviser par 10 la largeur de l'intervalle de confiance, donc pour être 10 fois plus précis, il va falloir multiplier par 100 le nombre d'éléments dans l'échantillon. Lorsque cela est possible, on pourra prendre 100 fois plus de mesures, mais évidemment, en pratique, il est possible que cela soit compliqué. Ce point est à garder en tête lorsqu'on planifie des expériences et qu'on souhaite améliorer la précision d'une estimation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous introduire aux tests statistiques. Bon courage à tous.